Cher Thierry de Montbrial, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureux d'avoir le dernier mot, en tout cas surtout d'être là pour fêter les 40 ans de l'IFRI. Depuis 1979, le système international a connu des bouleversements majeurs qui ont constitué et qui constituent encore autant de défis pour les responsables politiques. Et cher Thierry de Montbrial, vous avez, m'a-t-on dit, je n'étais pas là, rappelé ce matin tout ce qui sépare le monde d'alors du monde d'aujourd'hui. Un monde bien loin de la fin de l'histoire annoncée à la hâte, mais marqué par le retour de la géopolitique et par de nouvelles mutations technologiques dont on commence à peine à prendre toute la mesure. Et le laboratoire d'idées, à commencer par l'IFRI, joue à mes yeux un rôle précieux pour aider l'État et ses responsables à décrypter, parfois à anticiper sur ces évolutions et nous donner les moyens de nous poser les bonnes questions au bon moment. Et je ne saurais donc me féliciter du dialogue qui s'est instauré au fil des années entre l'IFRI et le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du Quai d'Orsay. Du reste, pour comprendre que le lien qui vous unit à notre maison est un lien d'évidence, presque un lien de parenté, il suffit de rappeler le rôle fondateur joué par Thierry de Montbrial dans la création de ce qui s'appelait alors le CAP en 1974. Vous aviez à peine plus de 30 ans et vous avez su vous entourer de jeunes talents brillants. C'était peu de temps avant l'IFRI. Cet anniversaire, vous avez naturellement choisi de le placer sous le signe de la réflexion prospective en vous interrogeant, en nous interrogeant sur l'avenir de l'Europe face à la compétition sino-américaine. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté de prendre part à ces travaux, car à moins de 2 mois d'une élection cruciale, l'Europe est à la croisée des chemins et vous nous offrez une occasion salutaire d'examiner certains des principaux défis auxquels elle se trouve confrontée. La question que vous soulevez est en réalité l'une de celles qui conditionnent la place du projet européen et de notre Union dans le monde de demain, et avec elle la nature même de ce monde. Sera-t-il dominé par les rapports de force ou sera-t-il régulé par le droit? Les logiques d'affrontement y prendront-elles définitivement le pas sur les logiques de coopération? Son organisation permettra-t-elle de répondre collectivement aux grands défis de notre temps ou nous condamnera-t-elle chacun à l'impuissance? Ici, à la Sorbonne, où le président de la République a appelé en septembre 2017 à refonder l'Europe, je voudrais vous dire ce que la France entend faire pour défendre les intérêts de l'Union européenne face à la nouvelle donne géopolitique et donner à notre continent un rôle moteur dans la rénovation du système multilatéral dont les fondements mêmes sont aujourd'hui remis en cause. Les dernières décennies ont vu la Chine s'imposer comme un acteur majeur et incontournable des relations internationales. C'est peu de dire qu'elle s'est développée de manière spectaculaire, les chiffres sont connus. Depuis la réforme économique et l'ouverture de ce pays en 1978, le PIB chinois a progressé en moyenne de 9,5% par an. La Chine, qui représentait moins de 2% du PIB mondial en 1978, produit désormais 15% de la richesse planétaire. En 4 décennies, 700 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté. Et à la faveur de cette croissance remarquable, on peut dire que la Chine ne baisse plus les yeux en attendant son heure, pour reprendre la formule célèbre de Deng Xiaoping. Il y a 2 ans, lors du 19e congrès du Parti communiste, le président Xi a pu ouvertement afficher sa détermination de faire de la Chine la première puissance mondiale d'ici 2049, date du 100e anniversaire de la Révolution. Il a présenté des objectifs intermédiaires, précis, chiffrés pour 2035, qui se déclinent dans tous les domaines de l'économie au sport, en passant
par tous les relais traditionnels du pouvoir et tous les vecteurs nouveaux de l'influence. Puis, pour assurer sa sécurité, mais aussi pour renforcer sa stature géopolitique, la Chine investit en outre massivement dans son budget militaire, dans les moyens de sa diplomatie, pour s'imposer comme leader du marché mondial dans les secteurs émergents. Elle organise, tout en protégeant évidemment son marché intérieur, elle organise sa montée en gamme sur l'intelligence artificielle, sur la 5G, les drones, le big data, les technologies de reconnaissance faciale ou encore la voiture autonome. Et sur la scène internationale, elle joue parfois aussi un jeu ambigu en se posant en défenseur du multilatéralisme classique, tout en créant des institutions alternatives promouvant sa propre vision du monde dans une espèce de multibilatéralisme. Parce que c'est, à mon avis, bien ça qui caractérise le multilatéralisme à la chinoise. Dans le même temps, l'extension de l'empreinte chinoise dans le monde accroît les zones de friction potentielles, et en particulier avec les États-Unis. Sur le front économique, vous le savez, ces tensions sont bien réelles. L'an dernier, la Chine et les États-Unis se sont trouvés au bord de la guerre commerciale quand le président Trump a décidé d'imposer des droits de douane sur presque 250 milliards de dollars de produits chinois. Au plan stratégique, les risques de confrontation à terme existent, qu'on pense en particulier à la mer de Chine méridionale, au Pacifique, et il convient d'être très vigilant sur l'impact géostratégique pour les deux pays, Chine et États-Unis, de la crise nord-coréenne. Aux États-Unis, la situation est ambivalente. D'un côté, certains semblent se préparer à la grande confrontation future. De l'autre, des voix s'élèvent régulièrement pour mettre en garde contre les risques d'escalade qu'une lecture trop exclusivement militaire des grands équilibres en Asie pourrait entraîner. Le livre du politologue Graham Allison, dont vous avez sans doute parlé, Le piège de Thucydide, décrit bien la situation. Il compare la rivalité sino-américaine à celle qui opposa jadis Athènes et Sparte et précipita le monde grec dans la guerre du Péloponnèse. Comme Sparte, les États-Unis, puissance dominante, s'inquiètent face à l'ascension de la puissance émergente, hier Athènes, aujourd'hui la Chine. Et dans ce climat de défiance, certes, une étincelle pourrait suffire à provoquer la guerre. Pour Allison, la paix du monde dépend alors de la capacité des États-Unis à négocier avec la Chine les termes d'un nouvel ordre mondial. Mais, lui répond le théoricien des relations internationales Joseph Nye, rien ne garantit que la Chine soit disposée à assumer un rôle de garant en dernier ressort. Et l'histoire longue de la Chine l'a certes conduite à se penser au centre d'un réseau organisé plus large, mais elle n'a jamais revendiqué d'assumer un rôle de garant. La Chine révolutionnaire elle-même a rejeté l'idée d'alliance. Et nous ne pouvons que souhaiter qu'une puissance dominante comme elle accepte d'assumer ses responsabilités mondiales, dès lors bien sûr qu'elle l'exerce à bon escient. Cette nouvelle donne géopolitique est riche d'implications en tout genre pour l'avenir de l'Europe. Au plan commercial, les États-Unis et la Chine sont nos premiers partenaires. Une escalade tarifaire entre la Chine et les États-Unis désorganiserait les chaînes de valeur à l'échelle mondiale et engendrerait des surcapacités qui menaceraient le marché européen. Mais nous devons également être vigilants pour qu'un accord entre les États-Unis et la Chine ne se fasse pas contre les intérêts européens par le biais d'un privilège américain d'accès à l'économie chinoise incompatible avec les règles de l'OMC. Le premier risque à conjurer est donc celui de voir notre continent divisé et instrumentalisé par une nouvelle lutte d'influence bipolaire. De même, faut-il parer aux dommages collatéraux que ne manquera pas de poser la compétition qui oppose la Chine et les États-Unis. Et en troisième lieu, à l'encontre de tout bellicisme, nous devons contribuer
à faire valoir la force et les atouts d'un véritable multilatéralisme équilibré et gouverné par les principes du droit international. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur nombre de puissances importantes qui sont à la fois des démocraties, mais aussi des partisans ardents du multilatéralisme. Et c'est l'ambition de ce qu'on appelle désormais l'Alliance pour le multilatéralisme, que nous avons lancée, mon collègue allemand Heiko Maas et moi-même, la semaine dernière à New York, avec le soutien de nos partenaires japonais et canadiens. Par ailleurs, pour réussir, l'Europe doit parler d'une seule voix. Si elle y parvient, elle est de taille, avec ses 450 millions d'habitants, demain, sans le Royaume-Uni, elle est capable de se faire entendre dans ce concert des puissances. C'est notre intérêt. C'est aussi notre responsabilité. Nous pouvons alors, dans ces conditions, nous pouvons et nous devons travailler avec les États-Unis et la Chine pour prévenir toute dérive, empêcher que la loi du plus fort ne redevienne la norme des relations internationales et éviter que les mécanismes de dialogue et de coopération entre les États ne se trouvent paralysés ou vidés de leur substance. Et c'est d'autant plus important que les défis de notre temps, changement climatique, érosion de la biodiversité, terrorisme, révolution numérique, exigent tous des solutions collectives et concertées, bref, exigent davantage de multilatéralisme. C'est pourquoi, premièrement, nous nous employons à façonner avec les États-Unis une relation qui, faisant droit à l'amitié qui nous unit, réponde aussi aux enjeux du présent. Les États-Unis sont le plus vieil allié de l'Europe et demeurent un partenaire fondamental à de nombreux égards, notamment du point de vue des opérations militaires ou du renseignement. Notre relation s'est construite dans la durée, à travers des épreuves qui nous ont rapprochés à jamais. Mais l'histoire des États-Unis est rythmée par un mouvement d'oscillation entre tentation isolationniste et volonté de s'engager dans les affaires du monde. Mais au-delà, aujourd'hui, l'Amérique, au-delà de ces oscillations qui sont déjà intervenues, qui sont déjà arrivées, aujourd'hui, l'Amérique semble s'interroger sur le fondement même des mécanismes multilatéraux dont elle fut pourtant, au départ, l'une des chevilles ouvrières. Aussi, nous nous efforçons de montrer aux États-Unis que l'exercice de la souveraineté n'implique pas nécessairement le choix de l'isolement et nous faisons en sorte que les liens très forts qui nous unissent à différents niveaux nous permettent de maintenir un dialogue constructif et, si possible, une coopération dans l'action. Mais c'est pourquoi, deuxièmement, que nous travaillons avec la Chine à établir un multilatéralisme refondé afin de contribuer aux équilibres mondiaux. Il y a 55 ans, la France du général de Gaulle choisissait d'établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine au nom du poids de l'évidence et de la raison, pour citer le général de Gaulle. Le monde a depuis considérablement changé, mais le poids de l'évidence et de la raison n'a fait que se renforcer. En matière de climat, d'économie, de multilatéralisme, la Chine est aujourd'hui un partenaire majeur avec lequel nous devons coopérer, avec lequel nous voulons coopérer. Sur tous les sujets cruciaux que je viens d'évoquer, rien ne pourra se résoudre sans elle. Dire cela, ce n'est pas se montrer naïf, c'est plaider pour un cadre coopératif renforcé et renouvelé en ayant une idée claire de nos objectifs, de nos principes et des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Mais pour réussir, ma conviction est que l'Europe doit faire preuve à cet égard d'une double lucidité. Nous devons être assez lucides pour protéger nos intérêts et assez lucides pour nous engager sur la voie d'une coopération renforcée. Trop longtemps, les Européens ont laissé Pékin jouer de leur propre division sur des questions aussi importantes que les investissements sur notre continent. En 2012, je crois que Bruno Le Maire a dû vous le rappeler ce matin,
l'État chinois détenait pour 16 milliards d'euros d'entreprises européennes. 4 ans plus tard, ce chiffre avait été multiplié par 10. Mais gardons-nous pour autant de simplification hâtive. Nous ne refusons pas les investissements chinois. Il y a d'ailleurs en ce domaine des déséquilibres puisqu'il y a plus d'investissements européens en Chine que d'investissements chinois en Europe. Et c'est encore plus vrai pour la France. Ce qui importe, c'est de savoir quels secteurs peuvent être ouverts aux investissements étrangers, quels sont ceux qui relèvent des domaines stratégiques, quels sont ceux qui relèvent de souveraineté, souveraineté européenne, souveraineté nationale, et quels sont ceux qui, sans être fermés, appellent vigilance et contrôle. Et je pense qu'aujourd'hui, depuis peu de temps, on peut dire que le temps de la passivité est révolu. La Commission européenne a présenté il y a quelques jours une communication qui intégrait à la fois la nécessité d'un partenariat et à la fois le fait que Pékin était un concurrent économique en quête de leadership technologique, il fallait le prendre en compte en permanence. Et dans cet esprit, nous avons adopté un instrument européen de contrôle des investissements stratégiques pour nous coordonner et mieux détecter les risques que posent les investissements étrangers dans nos actifs critiques. Nous avons également considérablement renforcé nos instruments et notre doctrine en matière de défense commerciale. Tout cela a été validé dans un plan d'action au Conseil européen des 21 et 22 mars dernier, ce qui a permis à l'Union européenne, sur ces sujets, de surmonter les divisions et d'affirmer une volonté de souveraineté. Ce travail doit se poursuivre, en particulier dans le domaine de la sécurité des réseaux 5G ou s'agissant des conditions d'accès à nos marchés publics. Car il n'y a qu'en nous dotant des instruments d'une véritable souveraineté économique européenne que nous pourrons prémunir de nos divergences. Et en disant cela, soyons clairs, je ne pense pas d'abord à notre relation avec la Chine, ou exclusivement avec notre relation avec la Chine, mais bien à la place de l'Europe en tant qu'acteur et partenaire crédible sur la scène internationale. Cela vaut pour la Chine, mais cela vaut aussi pour notre relation avec les États-Unis ou avec d'autres. Nous avons également pris conscience que c'est par la solidarité européenne que nous pouvons mieux construire cette attitude commune. Et si des actifs stratégiques comme le port du Pirée sont à présent détenus par des investisseurs chinois, c'est aussi parce que les États membres ont demandé à la Grèce des privatisations trop brutales et que les entreprises européennes n'ont pas été présentes au moment de cet appel. Ces mesures de défense de nos intérêts n'enlèvent en rien à notre volonté, à notre souhait de travailler avec la Chine à la définition des équilibres mondiaux. Au contraire, elles nous permettent de le faire sur une base saine et sur une base de réciprocité. Et la visite récente du président Xi Jinping à Paris a permis de développer, dans un cadre Europe-Chine, une démarche en vue d'un multilatéralisme à la fois rénové, à la fois plus juste et plus équilibré. Et de la discussion que le président de la République, la chancelière Angela Merkel et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ont eu avec le dirigeant chinois, je vois 4 points de convergence. Convergence d'abord sur la nécessité de construire ensemble un multilatéralisme fort au service de la paix et de la sécurité internationale. Nous voulons agir ensemble pour préserver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, pour garantir la dénucléarisation de la péninsule coréenne, pour assurer la sécurité et le développement du continent africain, où beaucoup reste à faire pour soutenir les efforts de sécurité, mais aussi les efforts de développement que nous voulons toujours, dans ce cas particulier, de l'Afrique, respectueux des principes de soutenabilité et de durabilité, et cela vaut pour ce partenariat. Convergence, deuxièmement, sur la nécessité de montrer la voie en matière de lutte pour l'environnement. Parce que nous en avons les moyens, notre responsabilité est d'agir concrètement ensemble pour empêcher le désastre environnemental qui nous menace en nous mobilisant pour le climat et pour la biodiversité. Nous devons porter ensemble des initiatives pragmatiques et innovantes pour mettre en œuvre
l'accord de Paris, avec pour prochain horizon de préparer ensemble le sommet climat du secrétaire général des Nations Unies en septembre prochain et la COP15 de Pékin sur la biodiversité l'année prochaine. Convergence, troisièmement, sur la nécessité d'agir de concert pour moderniser le multilatéralisme commercial et développer de nouvelles disciplines collectives pour assurer une concurrence plus loyale à l'échelle mondiale. Nous devons, à cette fin, accélérer les travaux que nous menons ensemble sur la modernisation de l'OMC, parce que le multilatéralisme commercial, vous le savez, traverse une crise sans précédent qui s'incarne en particulier dans le délitement de l'organe de règlement des différends de l'OMC. Il faut ensemble répondre aux causes profondes de la remise en cause de l'ordre commercial multilatéral en comblant les lacunes des règles actuelles, ainsi qu'en réduisant les distorsions de concurrence par de nouvelles règles de fond en matière de subventions à l'industrie et surtout en matière de transfert de technologie. Enfin, quatrièmement, convergence sur la nécessité de mieux articuler certaines de nos initiatives. Le projet chinois des routes de la soie peut contribuer à renforcer les échanges entre l'Europe et l'Afrique, peut contribuer à renforcer les échanges entre l'Europe et l'Asie. Et il se trouve que l'Union européenne a adopté de son côté une stratégie pour la connectivité. Et alors, nous devons chercher ensemble les synergies, les complémentarités pour que ces routes fonctionnent dans les deux sens, comme l'a souligné le président de la République dans son discours à Xi'an l'an passé. Sur les routes de la soie et plus généralement sur les projets de coopération menés avec des pays tiers, il est essentiel que les principes internationaux que nous défendons, en particulier la soutenabilité économique et environnementale, soient bien pris en compte. On n'imagine pas que l'on puisse avoir des exigences sur des investissements qui se font en Chine ou des exigences que nous avons nous-mêmes sur nos propres marchés européens et que nous ne les respections pas lorsque nous allons investir ensemble en Afrique. Ces principes de base doivent être respectés. Et justement, hier et avant-hier, le sommet Union européenne-Chine a permis de décliner concrètement cet agenda. Des résultats tangibles ont été obtenus, beaucoup plus que ce que l'on attendait, concernant l'engagement de la Chine dans le renforcement des disciplines collectives à l'OMC, mais aussi concernant l'accord global Union européenne-Chine sur les investissements et les indications géographiques. Et les prochaines échéances internationales doivent être l'occasion de poursuivre ce travail. Je pense en particulier au prochain G20 au Japon. Je voudrais enfin, même si ce n'était pas le thème central de votre rencontre, dire un mot de la relation de l'Europe à la Russie. Celle-ci a bien sûr part à ce débat essentiel pour l'avenir des relations internationales. Vous le savez parfaitement, l'annexion de la Crimée et le conflit dans l'est de l'Ukraine ont entraîné une crise grave dans la relation entre l'Union européenne et la Russie. Elle s'est traduite à la fois par la mise en place de sanctions et par le soutien à une résolution politique de la crise dans le Donbass via l'engagement de la France et de l'Allemagne au sein du format Normandie. Cet engagement n'a pas encore permis un résultat, mais nous avons toujours veillé, et nous devons toujours veiller, à maintenir un canal de dialogue ouvert avec la Russie. C'est donc une politique alliant en permanence dialogue et fermeté que nous menons, tout en rappelant que seule la mise en œuvre des accords de Minsk est la condition de tout changement d'approche substantiel. Tout en disant cela, nous ne ménageons pas la possibilité d'un engagement sélectif et graduel avec la Russie, notamment sur les projets de politique étrangère, lorsqu'il y a un intérêt européen clairement identifié. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Sans esprit de confrontation, mais aussi sans complaisance devant certaines pratiques d'intimidation ou de manipulation, il nous faut saisir toute occasion de dialogue avec la Russie afin de faire valoir et de faire avancer nos intérêts. Il reste en effet essentiel pour moi de faire en sorte d'ancrer la Russie dans l'Europe
je tenais à le dire après les variations sur États-Unis, Chine et Europe. Voilà, mes chers amis, permettez-moi, pour conclure, de vous remercier de m'avoir invité à avoir le dernier mot pour aujourd'hui, de me permettre d'exposer ma vision sur les questions qui vous ont occupé toute la journée. Et permettez-moi de vous souhaiter à vous-même, Thierry de Montbrial, mais à toutes vos équipes et à l'IFRI un très bon anniversaire. Merci. J'ai mis une petite